Nous recevons sur le plateau de la Retro cette semaine Madame Patricia Faro. Elle est présidente fondatrice d'Africa Femmes Performantes, on en parlera, et ambassadrice du Congrès international de la femme noire qui se tient à Douala. Madame la présidente, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre plateau ce matin. Alors on parle du Congrès international de la femme noire. Pourquoi c'est précisé femme noire ? Oui, c'est tout simplement une question d'identité, parce que nous, les femmes noires du monde entier, nous avons besoin aujourd'hui de nous constituer un lobby pour pouvoir défendre notre cause, si je puis dire cela. J'ai assisté à plusieurs conférences internationales et mondiales dans le monde entier, notamment en Europe et en Amérique, et il n'y avait pas une forte représentativité des femmes noires. C'est pour ça que nous avons pensé pouvoir se constituer un lobby afin que nous puissions être présents dans les instances internationales et défendre les sujets qui sont les nôtres et qui nous concernent. Alors, je veux savoir, est-ce que la frontière est rigide lorsque vous dites femme noire? Est-ce que vous ne recevrez pas une femme qui n'est pas noire, qui vienne par exemple de l'Afrique du Sud? Si, nous recevrons bien sûr, bien entendu, mais c'est comme je disais tantôt, c'est une question d'identité. Nous travaillons avec des femmes blanches, parce que dans nos rencontres, nous avons des sessions d'échange et de réseautage d'affaires. Nous avons même des transferts de compétences qui se font par des femmes blanches. Et donc, nous sommes ouverts et nous travaillons avec toutes les autres races. Sauf que nous avions besoin, sous forme d'identité, de nous identifier, tout simplement. Très bien, on reparlera de ce congrès. On venait d'évoquer ce sujet relatif à l'utilisation du préservatif. Le pape Benoît XVI semble aujourd'hui assez mitigé, assez équilibriste dans sa position. Le préservatif, d'accord dans certains cas. Madame Faro, pour vous? Alors moi, je pense que un homme et une femme. Je suis pour un homme et une femme. Le préservatif, finalement, à partir du moment où on reste dans ce cadre d'un homme et une femme, on ne doit pas l'utiliser. Mais aujourd'hui, on ne peut pas imposer à la population de pouvoir aller avec une seule femme ou avec un seul homme. Donc il faudrait quand même... Parce qu'il y a certains chefs traditionnels qui vous diront que le calcul n'est pas possible du tout. Un homme et une femme, ça devient difficile. Il y a tout à plus fait. de femmes mais que d'hommes. C'est pour éviter les catastrophes, en fait, les catastrophes de transmission de maladies. Il faudrait quand même être conscient de cela. Et je suis bien contente que les chiffres aujourd'hui montrent que la régression du sida est en cours. Il faudrait simplement continuer à sensibiliser les gens et à leur faire comprendre qu'il ne faudrait pas délibérément se jeter dans la mort comme ça. Il faudrait prendre conscience de cela et pouvoir arriver à une situation où on ne garde qu'un seul partenaire. C'est très important. Vous marchez avec les femmes, vous encadrez beaucoup de femmes. C'est quand même la couche la plus touchée, la femme. Qu'est-ce que vous leur dites dans des rencontres comme celle qui se tient à Douala? Est-ce que vous éloignez ces sujets qui sont quand même un frein pour l'épanouissement, pour le développement ou les actions conquérantes de la femme? Tout à fait, nous parlons de ces sujets-là et la femme représente quand même 52% de la population. Donc elle est le noyau le plus touché par ces mots et il faudrait qu'elle soit davantage sensibilisée par ce sujet. Et dans nos rencontres, nous avons ces panels-là, nous discutons de cela et dans notre réseau, nous avons des femmes médecins qui sont là justement pour sensibiliser davantage les femmes. Justement, allons voir les images de la séance d'ouverture de ce 4e congrès international de la femme noire. C'était ici à Douala et à travers les drapeaux qu'on verra également, on comprendra d'où viennent les femmes qui assistent à cette rencontre. C'est avec Armel Nga. Une dizaine de délégations venues de différents pays prennent part à l'ouverture solennelle du 4e congrès international de la femme noire qui se tient à Douala, capitale économique du Cameroun. Il est question, pendant 4 jours pour ces femmes, de chercher des voies et moyens pour développer et valoriser la recherche partenariale auprès des entreprises, quelle que soit leur taille et leur budget. Il s'agira également pour elles de créer le maximum de rencontres, de rendez-vous d'affaires et d'échanges entre elles et des partenaires. Cette première journée a été marquée par de nombreux rapports sur les activités ayant précédé l'ouverture officielle. Elle a également été marquée par l'inauguration de la place de marché qui permettra aux différentes exposantes de présenter et d'exposer leur savoir-faire. Le principe essentiel de ce congrès est une rencontre exceptionnelle consacrée aux talents et aux différents rôles que la femme, au-delà de sa couleur et de ses origines, occupe dans la société actuelle. Surtout que ce 25 novembre se célèbre la Journée internationale des violences faites aux femmes.
Voilà, Madame Faro, c'est le 4e congrès international de la femme noire. Les 3 autres éditions, il y a eu 2 à Paris, une édition à Kinshasa. Pourquoi pas commencer quand même par Paris lorsque vous parlez de femmes noires? Effectivement, le Africa Femmes Performantes a été créé en 2003. Donc j'étais résidence à Paris à l'époque. C'est pour ça que ça a été créé là-bas. En tant que membre de la diaspora, je ressentais ça comme une mission, comme un appel. Et donc j'ai lancé cette organisation en 2003. Donc nous avons travaillé jusqu'en 2007 et puis nous avons lancé le premier congrès international de la femme noire. Et ensuite nous avons lancé le deuxième parce que bon, nous étions quand même basés là-bas et c'est par là que nous avons commencé. Et très vite, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, toutes les femmes du continent n'étaient pas représentées avec les frustrations des visas, etc. Et nous avons compris que pour que ce mouvement ait un impact, il fallait revenir sur le continent parce qu'il s'agit quand même d'abord de renforcer les liens entre les femmes du continent et les femmes noires de la diaspora. Et Douala est la deuxième étape africaine de cette mobilisation. On a d'ailleurs vu dans les images tout à l'heure les femmes qui viennent de la République démocratique du Congo. Ça fait quand même beaucoup de femmes, on a vu dans les images. Tout à fait. En fait, elles viennent nombreuses de la République démocratique du Congo parce qu'elles sont les premières à avoir accueilli ce congrès l'année dernière en 2009 où il y avait quand même près de 3000 femmes qui ont été mobilisées et elles ont compris en fait, elles ont saisi en fait la vision et elles sont rentrées dans le train comme quelqu'un qui marche pour pouvoir réaliser certaines choses. Vous savez que la République démocratique du Congo a été bazardée, la République du Congo a été dans la guerre, la République du Congo, la femme a été tout le temps reléguée au second plan et elle s'est vue en fait accueillir ce congrès et pour elle c'était une aubaine, c'était une opportunité pour pouvoir sortir de sa situation. Alors il y a plusieurs pays, une dizaine de pays représentés aux assises de Douala, ça fait environ 400 femmes. Vous parlez de quoi là maintenant? En ce moment, nous parlons en fait des défis et des challenges que la femme africaine rencontre pour pouvoir et qu'elle a pour pouvoir en fait apporter sa contribution dans la reconstruction de notre continent. Nous parlons de ces défis-là. Nous faisons un peu un état des lieux de tout ce qui s'est fait jusqu'aujourd'hui et de comment on pourrait mettre en place des stratégies pour pouvoir avancer dans notre mission. Donc c'est à cela que nous faisons. Nous avons commencé par des formations, bien sûr, depuis lundi. Les formations au réseautage d'affaires, formation au management d'entreprise, formation à la culture du réseau. Aujourd'hui, les femmes africaines doivent se mettre ensemble. Nous avons été longtemps divisées par les frontières. Aujourd'hui, nous voulons dépasser ces barrières-là et se mettre ensemble pour reconstruire ensemble. Lorsque vous dites reconstruction, les hommes ils vous regardent, ils disent mais qu'est-ce que les femmes veulent dire? Ça a été détruit, ça a été mal construit. Pour vous, reconstruction, c'est quoi? Reconstruction, il faudrait un peu remonter au temps de l'histoire. Vous savez que la traite négrière nous a vidés de notre continent. Vous savez que depuis que nos frères sont partis de l'autre côté, on n'est pas encore stable. C'est pour ça que notre continent connaît toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Nous parlons de reconstruction parce qu'il y a un gap entre ces femmes qui sont parties et nous qui sommes restés. Vous savez que la femme n'a pas eu grand-chose à dire lors de la déportation. Lorsqu'on a amené ses enfants, lorsqu'on a amené leurs enfants, lorsqu'on a amené leur mari, elles n'avaient pas grand-chose à dire. Aujourd'hui, en fait, nous voulons pouvoir ensemble nous réconcilier, si je peux dire, appeler ça comme ça, nous voulons nous réconcilier pour pouvoir apporter notre contribution, pour pouvoir aider à la reconstruction de ce pays, de ce continent. C'est très important pour nous. Madame Faro, je ne sais pas si vous avez vu la coïncidence venir entre l'ouverture de ce 4e congrès international de la femme noire et la journée contre les violences faites aux femmes. Vous en avez d'ailleurs évoqué au cours de ces assises-là. Est-ce que la femme africaine sent ces violences vivre au quotidien? Est-ce qu'elles existent vraiment? Est-ce que ce n'est pas du virtuel? Les violences faites aux femmes existent vraiment. J'ai pu vraiment toucher cela du doigt lorsque j'étais en République démocratique du Congo. J'y étais plusieurs fois, déjà pour les préparations de ce congrès qui s'est passé là-bas l'année dernière. On parle de 300 000 femmes qui ont été violées pendant cette période de guerre. Exactement, non, elles ont été vraiment violées, ce n'est pas des histoires, elles ont été violées et des viols de guerre, vous savez, c'est atroce. C'est atroce lorsque on viole une femme et qu'on lui tire dans ses parties génitales, c'est quand même grave. Lorsqu'on viole une femme enceinte, c'est quand même grave. Donc aujourd'hui, nous sensibilisons les femmes. Nous, les femmes, nous ne devions plus nous taire.
Il faudrait que nous puissions, lorsque ces faits de guerre se lèvent, que nous puissions nous lever, que nous puissions dire non. Parce qu'à chaque fois que ça se passe, ce sont les communautés internationales qui réagissent en premier, alors que nous sommes là. Nous, les femmes du Cameroun, les femmes de Côte d'Ivoire, les femmes d'Afrique du Sud et tout, nous pouvons nous lever et dire non. Et dire non, parce que c'est quand même la femme qui donne la vie. Et traiter la femme comme ça, c'est complètement inadmissible. On a suivi également une nouvelle doctrine qui est lancée depuis l'Occident. La honte doit changer de camp. Parce qu'on a eu l'impression que la victime a honte de parler. Est-ce que les femmes peuvent réussir justement, après avoir subi ces violences-là, à sortir et à indexer ou à dénoncer? Je pense que c'est parce qu'elles vivent dans une psychose et puis elles ont peur peut-être de qu'est-ce qu'on va leur faire si jamais elles dénoncent. Mais c'est justement nous qui sommes de l'autre côté, qui sommes les porte-paroles des sans-voix, qui devons parler, déjà dialoguer avec ces femmes-là, parce qu'on a envoyé une équipe sur le terrain. Ces femmes-là, aujourd'hui, elles ont eu un espoir à un moment donné en voyant les communautés internationales venir, soi-disant pour les aider. Elles se sont rendues compte que ces communautés viennent seulement pour distribuer leur carte de visite, pour la vidéo et pour la caméra, et après elles s'en vont et les femmes restent dans leur situation telle qu'elle. C'est à nous, femmes noires, c'est à nous, femmes africaines, de venir au secours de nos sœurs qui sont là. Ce ne sont pas les autres. Les autres ne nous ont jamais rien apporté de bon. Il faut le dire et il faut être sincère. Alors, dans cette sincérité-là, on évoque parmi ces violences faites aux femmes, les veuvages, les mariages forcés. Est-ce qu'on peut fondamentalement lutter contre ces aspects qui relèvent quand même d'une certaine culture, d'une certaine tradition africaine? Oui, en fait, tout est question d'information, de sensibilisation et de dialogue. Vous savez, il y a des pays aujourd'hui en Afrique où la femme, de toutes les manières, pour faire quoi que ce soit, elle a toujours besoin de la permission de son mari. Mais je pense qu'il faudrait passer à une étape supérieure. Il faudrait dialoguer davantage avec les maris. Nous ne sommes pas des féministes, mais nous sommes des femmes. Nous savons de toute façon, comme les saints de l'Écriture le disent, que la femme doit être soumise à son mari. Mais la soumission au mari, ce n'est pas une soumission où on ne doit rien faire. La femme a malgré tout des talents qu'elle doit mettre en place. La femme a pour rôle d'aider le mari à accomplir la mission qu'il est venu sur terre pour l'accomplir. Et c'est en fait ce dialogue-là qu'il faut initier pour que le mari comprenne qu'il doit faire avec la femme et il doit prendre déjà la femme comme son partenaire et non comme une femme qui est là uniquement pour lui faire des enfants et pour obtempérer sur tout ce qu'il dit. Vous parlez beaucoup de lobby, vous parlez beaucoup d'économie, de prise en charge sociale. Est-ce que vous évoquez quand même un peu de politique lorsque vous retrouvez comme ça des femmes qui viennent un peu de partout? Est-ce que vous évitez les sujets politiques? Alors, nous ne parlons pas de politique à proprement parler, mais nous avons dans le cadre de nos formations, puisque nous sommes des femmes performantes et que nous devons tendre vers l'excellence, nous parlons de politique dans le cadre de formation. Par exemple, nous avons des sujets tels que comment devenir une femme politique performante. C'est très important aujourd'hui parce que nous devons, nous les femmes, nous affirmer dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines. Et donc, nous apportons aux femmes les outils nécessaires, surtout que dans notre mouvement, nous avons beaucoup de femmes députées, de femmes parlementaires, et même des femmes ministres, des femmes de gouvernement. Donc nous avons pensé qu'il était normal. Surtout que pour le lobby dont nous parlons au niveau de la scène internationale, ce sont ces femmes politiques-là qui vont pouvoir en fait nous défendre sur la scène internationale. Donc nous devons leur apporter le maximum d'outils pour qu'elles soient à rang égal aux femmes qui sont de l'autre côté du continent. Est-ce que vous pensez que la femme a un rôle politiquement parlant à jouer de façon directe, même si vous ne faites pas de la politique politicienne, est-ce que vous encouragez la femme à aller à la conquête des postes politiques? Bien sûr, la femme a les mêmes compétences que l'homme et elle peut faire, et elle a cette sensibilité féminine qui fait qu'elle sent très vite les choses. Nous encourageons les femmes à aller de l'avant, nous encourageons les femmes à se lancer en politique, c'est très très important. Nous sommes dans un millénaire où les choses doivent changer, surtout pour l'Afrique, les choses doivent changer. Nous sommes longtemps restés en marge, nous sommes toujours le continent qui tend la main alors que nous sommes comme un homme riche qui ne sait pas qu'il est riche. Donc nous encourageons les femmes à aller de l'avant. Lorsque vous regardez le monde d'aujourd'hui, Madame Faro, vous voyagez beaucoup. Vous arrivez en Argentine, c'est une femme qui dirige. En Allemagne, Angela Merkel est bien située. Aux États-Unis, Hillary Clinton. On parle de plus en plus de femmes. Au Brésil, c'est une femme qui a remporté l'élection présidentielle. C'est un message?
Oui, c'est un message. Je pense que finalement, nous sommes en train de revenir à la réalité et à l'évidence. Hein. Vous savez, nous les femmes, nous sommes quand même 52% de la population et on ne peut pas parler d'une société, d'une société bien portante si on ne tient pas compte de la présence et du rôle des femmes et de la contribution des femmes. Donc, c'est un message et je pense que davantage et de plus en plus, il y aura les femmes dans les instances de décision. Voilà qui est dit. Et pour revenir au contenu de votre rencontre de Douala, cette 4e séance, est-ce qu'il y a quand même une visibilité, un premier congrès, un second, un troisième et un quatrième? Est-ce qu'il y a des résultats visibles, palpables de ces différentes rencontres? Oui, nous avons des résultats palpables. Nous savons que les 2 premiers congrès à Paris, nous avons beaucoup véhiculé cette astuce de formation. Et nous avons pour témoignage des femmes qui ont suivi ces formations et qui tout de suite se sont lancées sur le terrain. Par exemple, en République démocratique du Congo, il y a une femme qui est venue à Paris en 2008. Elle a suivi les formations. Et la formation, en fait, poussait les participantes à identifier les manques qu'il y avait dans leur pays et à se lancer dans l'inédit. Alors, il y a une femme qui a participé à ce congrès à Paris, qui est rentrée à Kinshasa et qui a tout de suite remarqué qu'il n'y avait pas de salon du livre de la femme congolaise. Alors, elle a initié le salon du livre de la femme congolaise et aujourd'hui, on peut parler de la femme écrivain congolaise. Elle a maintenant une plateforme, cette femme-là, pour pouvoir échanger, écrire et véhiculer les valeurs parce que la femme est quand même celle qui véhicule les valeurs. Et ça, c'est un témoignage aujourd'hui que nous véhiculons partout. Et il y a d'autres exemples. Aujourd'hui, nous avons eu en République démocratique du Congo, c'est ce que nous essayons de faire dans tous les congrès, dans tous les pays où nous passons, nous avons pu instituer officiellement une représentation Africa Femmes Performantes au Congo. Ça permet à cette représentation de s'occuper des femmes et de préparer les femmes à chaque fois à cette rencontre internationale. Vous arrivez au Cameroun, un pays qui compte des milliers d'associations et d'organisations de la société civile qui s'intéressent à la situation de la femme. Est-ce que ce n'est pas un peu trop au point où des actions fortes vont finir par manquer dans chacun de nos villages? Il y a 8 à 10 associations. Est-ce qu'elles sont utiles finalement, ces associations-là? Il faudrait les rendre utiles. C'est vrai que les femmes, elles ressentent le besoin de se mettre ensemble, parfois de faire des tontines, etc. et même de discuter de leurs problèmes. Mais il faudrait aller au-delà de ça. Il faudrait justement rendre ces rencontres-là efficaces. Efficaces, c'est pour ça que le travail de fond que nous faisons au niveau des formations, au niveau de l'accompagnement des projets est très important. Il faudrait rendre ces associations utiles dans leurs objectifs et surtout les amener à amener à l'accomplissement les objectifs qu'elles se sont fixés dès le départ. Et là, ça fera un effet boule de neige et je pense qu'on pourra arriver à des résultats concrets. Lorsque les femmes se rassemblent, elles ont 2 à 3 problèmes. Lorsque vous voulez avoir des femmes performantes, elles vous disent qu'elles ont besoin d'être présentes dans les sphères de décision. Elles vous disent également qu'elles ont besoin d'accompagnement, d'encadrement et vous disent qu'elles ont besoin de financement. Généralement, les rencontres organisées jusqu'à présent au Cameroun vont dans le sens de la recherche des financements. Est-ce que vous parlez également des financements chez vous? Oui, exactement. Nous avons beaucoup parlé de ça dans les formations parce que ce que nous sommes en train de vouloir mettre en place, c'est une banque de femmes, une banque du réseau Africa Femmes Performantes. Et nous avons un spécialiste qui est venu nous apporter les outils en fait pour pouvoir comprendre déjà comment est-ce qu'une institution de financement marche, comment est-ce qu'elle fonctionne, nous devons savoir, et parce que nous voulons être membres à part entière de cette banque. Donc nous y travaillons depuis maintenant 1 an. Nous avons eu une rencontre à Washington pour le 8 mars et nous avons parlé de ce thème-là de financement et je pense que Dieu voulant, nous allons rapidement mettre cette banque nous allons lancer cette banque-là. Les femmes aujourd'hui, elles ont besoin d'être accompagnées et nous-mêmes, pour notre autonomie financière, nous avons besoin de cette banque-là. Il est important aujourd'hui pour les femmes du réseau Africa Femmes Performantes d'avoir une banque. Alors vous organisez un congrès. Après le congrès, qu'est-ce qui reste en République démocratique du Congo aujourd'hui? Est-ce que les recherches se poursuivent en matière de financement et ainsi de suite? Vous venez, vous repartez, y a-t-il quelque chose qui reste dans les pays qui vous reçoivent? Bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons institué une représentation en République démocratique du Congo parce que c'est là que nous avons quand même le maximum de nos membres. Et le travail sur le terrain est fait. Le travail sur le terrain est fait. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de chercher
chercher le pays qui va en fait accueillir cette banque-là. Nous avons, au niveau de la loi, nous avons déjà toutes les informations qu'il nous faut. Maintenant, avec le spécialiste qui nous encadre justement sur cette question de banque, nous essayons de voir là où ça va nous revenir le moins lourd administrativement, je parle, pour pouvoir lancer et démarrer nos activités. Est-ce qu'il y a une différence entre Africa Femmes Performantes et les organisations telles que l'Association des femmes, chefs d'entreprise mondiale, ainsi de suite? Est-ce que fondamentalement, sur le plan du fonctionnement, il y a une différence? Je ne sais pas comment les autres organisations fonctionnent, mais... Votre spécificité, c'est quoi? Est-ce que c'est une association ou alors c'est un groupe de femmes qui arrive dans un pays, tient des discours et des enseignements, repart? Est-ce qu'on adhère, on est membre? On adhère, on est membre, bien entendu, parce qu'il faut quand même adhérer à une vision ou à un mouvement. On ne rentre pas comme ça dans un mouvement juste parce qu'il y a des femmes là-bas et puis on y va. Il y a une adhésion, les femmes, elles adhèrent à la vision. Et ce qui fait la particularité d'Africa Femmes Performantes, c'est qu'Africa Femmes Performantes n'est pas du tout élitiste. Africa Femmes Performantes travaille avec les femmes de toutes les couches sociales. Africa Femmes Performantes, dans notre mouvement, vous allez voir des femmes politiques, vous allez voir des femmes rurales, vous allez voir des femmes stylistes, vous allez voir des femmes médecins, vous allez voir des femmes qui sont dans toutes les couches sociales, des femmes maraîchères sont dans notre mouvement. Et le but, c'est justement, c'est que celles qui sont de plus avancées puissent tenir la main à la base quand même, parce que c'est ça qui fera l'équilibre et c'est ça qui nous amènera véritablement à apporter des grands changements dans notre société africaine. Alors qu'est-ce qu'une femme rurale qui vient à ce congrès par exemple gagne? Qu'est-ce qu'elle apprend? Comment est-ce qu'elle peut valoriser ce qu'elle a appris? Déjà, qu'est-ce qu'elle apprend? Vous savez, les femmes du rural, souvent vous entendez « Ah, ce genre de réunion, ce n'est pas pour moi. C'est pour les autres. » Non, c'est pour toutes les femmes. Alors, le fait qu'elle vienne et qu'elle puisse saluer une femme, je me souviens, l'année dernière, nous avons fait une réunion où il y avait des femmes rurales dans la salle. C'était une réunion d'information. Les femmes rurales dans la salle et les femmes qui passent à la télé, les femmes d'une certaine classe. Et les femmes rurales, il y a une femme rurale dans la salle qui a salué l'autre femme qui passe à la télé tout le temps et lui a dit « Mon Dieu, heureusement qu'Africa Femmes Performantes est là, sinon je ne sais pas où est-ce que j'allais vous serrer la main. » Donc c'est quand même déjà une ouverture d'esprit. Et ça permet de nouer davantage, parce que les femmes ne se connaissent pas. Déjà dans le même pays, les femmes n'ont pas la possibilité de parler, de se mettre ensemble et d'échanger. À plus forte raison maintenant d'un pays à un autre. J'ai discuté avec une de nos invitées de marque qui était là. Elle m'a dit, nous les femmes congolaises, nous ne connaissons pas les femmes tchadiennes qui sont là, nous ne connaissons pas les femmes béninoises. C'est l'occasion. C'est l'occasion de justement nouer des liens, non pas seulement de parler, mais de travailler ensemble. Alors vous dites ensemble, imaginer, agir, apprendre, éduquer, s'adapter, s'engager, participer, s'informer, avoir des droits nous permettra de réaliser nos missions. Oui. C'est gigantesque. Non, mais c'est simplement, ce sont simplement des valeurs en fait que nous nous inculquons pour pouvoir avancer et mener à bien notre mission. Nous sommes, vous savez, la femme est porteuse de vie, la femme est celle qui véhicule les valeurs et nous devons nous atteler à cela. Et pour nous atteler à cela, il faudrait que nous soyons avec ces valeurs-là, que nous les mettions en pratique. Il faudrait que nous puissions imaginer des choses pour apporter des changements à la société. Il faudrait que nous puissions agir. Il faudrait que nous puissions justement avoir des droits et des devoirs également. Parce que il ne suffit pas d'avoir des droits, il faudrait aussi avoir des devoirs. Nous sommes quand même dans une société et la société est organisée. Il faudrait, en suivant en fait la réglementation de la société, pouvoir arriver à la réalisation de nos objectifs et de notre mission. Lorsqu'on voit l'Assemblée nationale du Cameroun, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été organisées par des femmes. Opération 100 femmes à l'Assemblée nationale, opération plus de femmes à la tête des mairies. Est-ce qu'il y a une façon de préparer fondamentalement ce genre d'opération? Est-ce que la femme camerounaise, lorsqu'on lance les slogans comme ça, elle est prête à aller à la conquête de ces postes? Est-ce qu'il faut commencer autrement? Écoutez, je pense que ces femmes-là, à l'Assemblée nationale, elles ont certainement des procédures qu'elles suivent. Mais il est toujours important de bien se fixer des objectifs au départ et de mettre une stratégie pour pouvoir atteindre ces objectifs. La démarche est très très importante, la procédure est très importante et surtout s'outiller. Parce que c'est quand on a des outils, c'est quand on est compétent qu'on peut arriver à exceller. On se démarque toujours par la compétence, par l'excellence et par la performance. Moi, le message que je peux faire passer aux femmes parlementaires, aux femmes députées, c'est de continuer à s'outiller de manière à ce que lorsque
lorsqu'elle arrive dans ce genre d'assemblée, qu'elle puisse se démarquer par la compétence. Je vais prendre un cas de figure. Aujourd'hui, la plupart des politiques et même des projets des institutions internationales insistent sur le volet genre. On veut absolument intégrer la femme là-dedans. Ceux qui sont contre cette méthode disent que finalement, où sont les femmes? Faut-il seulement instituer leur présence, qu'elles sont volontaires elles-mêmes? C'est justement pour ça que je vous parlais de procédure et je vous parlais de volonté. Il faudrait que la femme elle-même soit d'abord volontaire, qu'elle ressente le besoin ou l'appel de rentrer en politique ou d'être députée. Pourquoi est-ce que je vais être députée? Est-ce que j'ai quelque chose à défendre? Les femmes députées qui sont dans notre mouvement, ce sont des députées qui sont sur le terrain. Il y a des députés, je connais une femme députée qui est là pour soutenir les femmes rurales. Elle va à l'Assemblée, elle va pour soutenir les femmes rurales, elle va pour plaider pour ces femmes-là qui sont, en fait, qui n'ont pas leur mot à dire. C'est pour ça qu'avant de se lancer dans la députation, il faudra avoir un objectif bien précis. À partir du moment où on a un objectif bien précis, maintenant on s'outille pour pouvoir arriver à gagner là-bas devant, à faire passer des lois et à faire voter des lois. C'est très très important parce que nous qui sommes en arrière-plan, nous comptons sur ces femmes-là pour que certaines lois soient passées à l'avantage des femmes de la société civile. Madame Faro, vous regardez justement votre caméra, et il y a des femmes de Kousséri, de Molundou, qui disent tiens, elles parlent très bien, mais comment est-ce qu'on va faire pour adhérer à Africa Femmes Performantes? Comment est-ce qu'on va faire pour bénéficier, nous aussi, au-delà du congrès, de ces enseignements? Oui, nous pensons à ces femmes-là. Nous sommes là pour le congrès et après le congrès, le noyau de l'équipe va rester ici à Douala encore pendant 1 mois pour pouvoir véhiculer l'information, pour pouvoir envoyer des équipes en fait sur le terrain afin de sensibiliser ces femmes-là, davantage leur expliquer le concept et la vision et si ça les intéresse, elles pourraient éventuellement adhérer à la vision. Et pour terminer avec vous, Madame Faro, vous vivez actuellement aux États-Unis? Oui. Comment est-ce que vous réussissez à maintenir le pont entre les États-Unis et la femme noire qui est essentiellement en Afrique? Vous savez, la femme noire, elle est essentiellement en Afrique, mais elle est aussi en Amérique, elle est aussi dans les Antilles, elle est aussi dans les Caraïbes, elle est aussi au Brésil, elle est aussi en Jamaïque. La femme noire est partout parce que lors de la déportation, elle a été conduite dans ces endroits-là. C'est pour ça en fait que je me suis installée dans une zone où je pouvais faire le lien entre ces femmes-là et les femmes du continent. Mais cette mission me pousse à être en Afrique régulièrement et à être de l'autre côté pour faire justement le pont entre ces femmes-là de la diaspora et les femmes du continent africain. On va vous dire merci d'être venu sur le plateau de la Retro sur Canal Vue International. Merci beaucoup. Et on dira un bon séjour, une bonne fin de séjour à toutes ces femmes nombreuses qui sont venues profiter. Comment est-ce que vous qualifiez Douala? De la chaleur, de la beauté? Douala, ville balnéaire, Douala. En plus, le congrès se passe dans un endroit quand même féerique où il y a de la brise qui nous rafraîchit un tout petit peu. Douala, capitale économique, Douala, capitale des affaires. Les femmes sont comme des poissons dans l'eau ici à Douala. Donc c'est agréable et elles sont très contentes d'être au Cameroun. On est également très content de vous avoir reçu dans la capitale économique, à toutes ces femmes qui sont venues d'une dizaine de pays prendre part à ce 4e congrès international de la femme noire. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de la Retro. Merci d'avoir regardé et merci de rester fidèle au programme de Canal 2 International.